Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous allons passer du coup à Monsieur Marchand-Lenoir, qui va intervenir du coup sur la gamification aussi. Je vous laisse joindre votre présentation, monsieur. Oui, alors déjà bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, oui je me vois sur le retour, donc ça c'est super, et j'espère surtout que vous voyez mon écran. Hop, Super, c'est bon. parfait, splendide. Donc, c'est au tour de Benjamin Marchand-Lenoir d'intervenir. C'est un expert en web marketing. Il est innovation team leader chez Kestel et il va nous présenter du coup comment UMAP est parvenu à maximiser l'utilisation de ses logiciels via la gamification. Et si nous avions une première question à vous poser, Monsieur Marchand-Lenoir, c'est qui êtes-vous? Merci. Alors, donc effectivement, je suis Innovation Team Leader aujourd'hui chez Kestel, donc je l'expliquerai juste après qui est Kestel et concrètement ce que j'y fais. Mon activité principale, elle est concrètement un petit peu au cœur de la relation avec les clients et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse plus particulièrement. Et à côté de ça, j'ai deux autres activités un petit peu annexes, un petit peu parallèles. Depuis une grosse dizaine d'années, j'enseigne le web marketing dans une école de communication que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sub de Pub. Et à côté de ça, je suis également consultant en grosse marketing où plus particulièrement, j'accompagne des startups dans leur accélération et dans leur déploiement. Du coup, la bonne question qui suit, effectivement, c'est que fait Kestel et quelle est son activité? Alors, Kestel, c'est un éditeur de logiciels, aussi dans une moindre mesure un prestataire de services, qui est spécialisé à la fois sur la propriété intellectuelle et sur l'innovation. Je ne vais pas forcément rentrer dans comment dire, dans le cœur d'activité qu'on peut avoir, mais concrètement, lorsque dans une grande entreprise, quelqu'un a une super idée, ça passe par plusieurs phases avant que cette idée puisse être comment dire, exploitée et puisse donner un nouveau produit, un nouveau service qui ensuite sera vendu à des clients. Et donc, en l'occurrence, sur toute cette chaîne de valeur, que ce soit d'abord l'innovation, puis après l'invention, puis après le fait de protéger ces inventions avec des dépôts de brevets, des dépôts de marques, etc. Sur toute cette chaîne de valeur, Questel propose des services d'accompagnement aux entreprises, que ce soit des logiciels ou de l'expertise du type consulting, etc. Et pour la petite anecdote, Questel, c'est à peu près 1500 personnes. C'est une entreprise française qui date des années 70. C'est à la base du spin-off de France Télécom. Questel, c'est questionnaire télématique. Et dans les années 80, lorsque le Minitel a été de moins en moins utilisé, Questel a complètement changé son activité et s'est spécialisé dans la propriété intellectuelle. Et donc aujourd'hui, c'est un groupe international, 1500 personnes, très présent en Europe, bien évidemment, très présent en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, et on a aussi une forte croissance en Asie du Sud-Est. Très bien, super, merci. Du coup, question suivante, sur cette chaîne de valeur que vous nous avez présentée, où est-ce que vous êtes amené à intervenir, vous? Alors, moi, c'est sur toute la première partie, sur toute la gestion de l'innovation. Alors malheureusement, on n'a que 20 minutes, même un petit peu moins, là, un gros quart d'heure pour que je puisse vous parler surtout de gamification, ce qui est l'objet d'aujourd'hui. Clairement, il me faudrait au moins 2 heures pour parler en long, en large, en travers de l'innovation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes entreprises, les grands groupes, donc, mes clients en l'occurrence, donc que ce soit CAC 40 en France ou l'équivalent à l'étranger, les grands groupes ont une grosse difficulté aujourd'hui à innover de par leur structure, de par leur process, de par la façon dont elles sont organisées en interne. Il est compliqué pour elles d'être agiles et d'être capables de rebondir lorsque des opportunités se présentent sur le marché. J'ai à cet effet un exemple assez éloquent. C'est l'exemple du GPS et de Renault. Il y a de nombreuses années maintenant, au moins une vingtaine d'années, la direction R&D de Renault, donc R&D recherche et développement, donc les blouses blanches entre guillemets, la direction R&D de Renault a entendu parler donc d'une nouvelle technologie qui pouvait potentiellement être super intéressante pour vendre plus de voitures. En l'occurrence, cette technologie permettait de guider par satellite le véhicule qui conduisait et d'être capable de le géolocaliser et donc du coup d'être capable de proposer à l'utilisateur de le guider dans sa navigation. Ils ont mis sur le cumul 3 ans à développer leur propre GPS et à l'inclure dans les habitacles des nouvelles voitures qui étaient construites. Et durant ce laps de temps, une toute petite start-up américaine a vendu un truc qui s'appelait TomTom et qui a été un vrai raz-de-marée, si bien qu'entre le moment où Renault a saisi l'opportunité et le moment où vraiment des premiers GPS made in Renault ont été vendus, entre-temps, le marché avait été complètement inondé par un concurrent qui avait été nettement plus agile parce que nettement plus petit. Et en fait, tout l'enjeu d'innover
pour les grands groupes repose sur cette capacité à avoir des idées et être capable de les mettre en place de façon agile et rapide. Et en l'occurrence, plus le temps passe, plus les grands groupes vont chercher cette agilité, non pas chez eux, mais ils vont chercher l'agilité chez d'autres prestataires de services, d'autres partenaires, et notamment les startups. Donc concrètement, aujourd'hui, le constat, c'est que pour innover, une entreprise, une grande entreprise française ou internationale va aller faire ce qu'on appelle de l'open innovation. Donc, elle va aller se rapprocher de startups pour créer, pour imaginer et créer des nouveaux produits, des nouveaux services. Elle va aller du coup, il y a un gros enjeu à repérer quelles sont les bonnes startups avec lesquelles travailler. Donc, les bonnes startups, c'est-à-dire celles qui sont vraiment intéressantes pour mon cœur de métier, pour mon secteur d'activité, mais celles aussi qui sont suffisamment agiles et robustes pour travailler avec un grand groupe. Donc, c'est une première grosse partie de notre activité, d'aider les grands groupes à mieux travailler avec les startups. Et au sein de mon équipe, on a également une deuxième partie qui est propre à ce qu'on appelle l'idéation. Il s'avère que les grandes entreprises, au-delà du fait qu'elles font appel à des startups pour mieux innover, elles ont de plus en plus la nécessité de solliciter leurs salariés, leurs propres salariés, pour pouvoir développer aussi de nouvelles idées. En l'occurrence, plutôt que ce soit le top management qui dise bah voilà, on a une nouveau produit, on va mettre le paquet pour le développer, bah de plus en plus, on a une approche qui est un petit peu inverse, ce qu'on appelle une approche bottom-up, une approche qui vise à tendre le micro aux salariés pour leur dire, bah, vous, concrètement, dans votre quotidien, quelles sont les améliorations, quelles sont les nouvelles idées que vous pouvez avoir et qui permettraient de développer de nouveaux produits, de nouveaux services ou d'améliorer les produits et services existants. Et donc, dans mon équipe, on s'occupe d'aider les grandes entreprises à innover au sens large, que ce soit via de l'open innovation avec des startups ou que ce soit via de l'idéation en permettant aux salariés de nos clients de mieux développer leurs propres idées. Très bien. Du coup, justement, sur cette équipe projet, vous êtes composé comment et vous fonctionnez comment finalement? Alors, on est un peu moins d'une dizaine. On est 7 plus 1 ou 2 personnes qui viennent en fonction des projets. Donc, on va dire entre 8 et 10 globalement. J'ai une partie de mon équipe qui est en France et qui est composée essentiellement de chefs de projet qui sont au contact de nos clients. Et j'ai une deuxième partie de mon équipe qui est plus technicienne, puisque, comme je vous l'ai dit, chez Questel, on est essentiellement éditeur de logiciels. Donc, le produit qu'on vend pour aider nos clients à mieux innover, c'est un logiciel dont je vais parler un tout petit peu après. Et donc, on a des chefs de projet qui sont experts sur le monde de l'innovation et qui vont aider, guider, accompagner nos clients dans le déploiement de leur démarche. Et à côté de ça, j'ai des équipes plus techniques qui, elles, vont rentrer dans la configuration de nos logiciels pour qu'ils répondent mieux aux besoins de nos clients. Et du coup, sur vos clients, est-ce que vous avez des entreprises à nous citer, à nous montrer pour réaliser un peu Alors, l'impact de votre travail? carrément, ça tombe bien, j'ai une slide spécifiquement faite à cette occasion. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a une grosse centaine de clients, on va dire à peu près les 2 tiers en France, même si de plus en plus on commence à avoir aussi des grands groupes internationaux type Coca-Cola, Toyota, et cetera. Mais le cœur de notre activité, c'est surtout le CAC 40 français. Et donc là, pour le coup, on est présent sur énormément de secteurs différents, beaucoup l'énergie, de l'agroalimentaire aussi, de la défense. Enfin, on est assez transverse pour le coup. Sur les différentes démarches là, que je vais pouvoir approfondir en termes de gamification, on est surtout sur des entreprises franco-françaises et essentiellement dans l'énergie ou l'agroalimentaire pour le coup. Du coup, on se demande effectivement comment se présente ce logiciel d'innovation dont vous avez parlé, comment vous le mettez en place chez vos clients, Mm. qu'est-ce qui se passe, comment ça se déroule? Ok. Alors, quand une direction innovation, prenons un exemple, prenons EDF par exemple. EDF a une direction innovation. Cette direction innovation a des grands enjeux, qui plus est dans l'énergie, qui plus est dans le contexte actuel. Du coup, cette direction innovation va d'abord chercher toutes les opportunités possibles et imaginables pour trouver des solutions aux problèmes existants, pour développer de nouveaux produits, pour développer de nouveaux services ou pour améliorer des process existants. Pour pouvoir faire tout ça, ils vont avoir donc toute une partie de leur activité qui va être de trouver les bonnes startups, les bons partenaires innovants avec qui travailler. Et ils vont avoir une deuxième partie de leur activité qui va être, je le disais tout à l'heure, de tendre le micro à leurs salariés pour qu'eux-mêmes apportent des solutions concrètes à ces problématiques. Tout ça, pour pouvoir le gérer, il y a 15 ans, ça se faisait avec un fichier Excel et c'était très bien parce que les démarches innovation des grands groupes étaient encore très récentes et il n'y avait pas encore besoin de s'outiller. Le fait est que plus le temps passe, plus le fait d'innover sur
des marchés qui sont quand même très tendus et très concurrentiels, plus le fait d'innover devient extrêmement important. Et donc, du coup, plus les directions innovation ont de plus en plus de budget, elles ont de plus en plus de moyens humains aussi. Et le fait est que rapidement, avoir son petit fichier Excel, ça atteint globalement ses limites. Avoir son fichier Excel, son Drive ou n'importe quoi pour recenser toutes les startups avec lesquelles on travaille, c'est super pour travailler de son côté, mais dès lors que j'ai besoin de partager cette information avec d'autres collègues partout dans le monde, ça devient quand même nettement plus compliqué. Donc, assez rapidement, vers un petit peu avant 2005, les premières grosses entreprises qui ont cherché à innover se sont dit, on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec nos propres moyens. Il faut qu'on ait des logiciels qui soient spécifiquement dédiés au pilotage de l'innovation. Et donc, c'est là que nous, on arrive avec notre logiciel qui s'appelle UMAP en l'occurrence. Notre logiciel leur permet, sur tout ou partie de l'innovation, de mieux piloter les choses. Donc, concrètement, dans notre logiciel, ils peuvent manager toutes leurs relations avec les différentes startups qu'ils rencontrent. Sur ces startups-là, ils peuvent expliquer concrètement où est-ce qu'ils en sont, quels sont les projets actuellement en cours, quels sont les retours sur ces projets-là. Ils peuvent laisser la possibilité au grand public interne de se connecter pour voir quels sont les projets d'open innovation en cours, pour venir aussi partager et déposer leurs propres idées. Bref, sur ce logiciel que l'on propose, nos clients peuvent vraiment manager toute leur innovation au sens large. Donc, je ne vais pas vous faire tout le parcours utilisateur, etc. Là aussi, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ce que je peux avoir aujourd'hui. Mais concrètement, dans les quelques exemples que je vais pouvoir citer tout à l'heure et qui seront focus sur la gamification, on va partir du principe qu'on sera sur une plateforme qui est spécifiquement dédiée à l'innovation participative, donc spécifiquement dédiée au recueil des idées que peuvent avoir les collaborateurs. Et en l'occurrence, un collaborateur qui se connecte sur sur la plateforme de son entreprise, il est pris par la main pour pouvoir venir déposer son idée. On l'aide à se poser les bonnes questions. Donc, ton idée, comment dire, elle est née de quel constat, quel est le problème que tu as repéré et quelle est la solution que tu proposes en conséquence. Quels sont les grands points forts de ton idée. Si tu devais la pitcher à ton petit cousin qui a 20 ans, comment est-ce que tu lui parlerais de ton idée, à quelle techno tu fais appel pour développer ton idée, etc., etc. Et donc, on prend la main de l'utilisateur, on l'accompagne dans le fait d'avoir une idée, surtout de bien la développer, de bien la creuser pour montrer au top management à quel point son idée est pertinente et mérite d'être effectivement plus qu'une simple idée, mais que ça devienne un vrai projet d'innovation derrière. Peut-être juste parenthèse aussi, le but de ces démarches d'idéation est vraiment de permettre à monsieur tout le monde ou à madame tout le monde au sein des entreprises de devenir plus qu'un simple salarié, mais de devenir vraiment partie prenante dans l'innovation de son entreprise. Donc, typiquement, je suis chez EDF, je trouve une super amélioration sur, j'en sais rien, les éoliennes, par exemple. J'en fais part au top management dans une plateforme d'idéation comme la nôtre. La finalité derrière, c'est que ce soit plus qu'une simple idée et c'est que je sorte un petit peu de mon scope habituel, ce sur lequel je travaille habituellement, et qu'effectivement, je sois amené à développer mon idée, à améliorer les process et que je sois amené à être reconnu en interne comme un expert de la question. Donc concrètement, on pourrait dire que le logiciel est un vecteur d'engagement collaborateur, quelque part. Et c'est exactement ça. D'une manière générale, l'innovation interne, c'est un fort vecteur motivant pour les salariés. Quand on regarde la pyramide de Maslow, je ne vais pas vous apprendre que la place dans le groupe fait quand même partie plutôt de la partie haute de la pyramide de Maslow. Donc, c'est important de participer, c'est important de se sentir valorisé d'une manière générale et surtout pour les success stories, donc les personnes qui ont déposé des idées et qui derrière ont pu vraiment lancer des vrais projets d'envergure au sein de leur entreprise. Effectivement, il y a quelque chose qui est extrêmement valorisant et c'est ça généralement que cherchent les salariés qui participent à ce type de démarche. Très bien. Du coup, question suivante. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour gamifier l'usage de votre logiciel d'innovation? Alors, je le disais, le cœur de notre logiciel, c'est de déposer des idées. Néanmoins, cette simple promesse ne suffit pas à soulever les troupes et à faire en sorte que tout le monde vienne jouer le jeu de l'innovation au sein des grandes boîtes. Donc, pour le coup, au fur et à mesure du temps, on a développé de plus en plus de fonctionnalités qui répondent à cet enjeu de faire venir les utilisateurs sur nos logiciels pour qu'ils participent à l'innovation. Et force est de constater que de tout ce qu'on a mis en place,
c'est la plupart du temps tout ce qui relève de près ou de loin de la gamification qui va motiver les gens à participer. Juste avant de parler de la slide là, qui est actuellement diffusée, le meilleur moteur, c'est la carotte. Le meilleur moteur, c'est quoi qu'il arrive la récompense. Donc, quand je viens déposer une idée, si je dépose mon idée et qu'il ne se passe rien derrière, qu'il n'y a pas de promesse derrière, les gens, quoi qu'il arrive, ne participeront pas, quand bien même il y a de la gamification. Donc j'ai envie de dire que la gamification, juste pour le plaisir de faire de la gamification, c'est assez stérile pour le coup. Là où ça fonctionne bien, c'est quand il y a un vrai enjeu derrière. Alors en fonction des entreprises que mon équipe et moi-même accompagnons, l'enjeu n'est pas forcément le même. Sur les petites démarches innovation, ça peut être juste une smart box à gagner, et pour les plus grosses démarches, ça peut être effectivement un programme d'intrapreneuriat où le salarié qui a son idée qui va vraiment être développée gagne entre guillemets 1 an à ne plus travailler dans le service où il est actuellement, mais à vraiment se dédier pendant 1 an ou plus au développement de son idée, comme s'il était entrepreneur et comme s'il montait au sein même de son entreprise une espèce de petite spin-off. Donc il y a vraiment cette notion de récompense qui est extrêmement importante. Quoi qu'il en soit, au-delà de la récompense, nous, sur les différents éléments qu'on a pu mettre en place, on constate qu'il y a quand même quelques bonnes pratiques dans la gamification qui tendent à motiver tout le monde. La première chose, c'est l'organisation de challenges. Dire à quelqu'un, viens participer, fais-nous part de tes idées, c'est bien, mais lui dire, viens déposer ton idée sur un thème en particulier et orienter le dépôt d'idées autour de ces thèmes-là, c'est nettement plus efficace. On se rend compte, enfin, je vous laisserai juger si c'est comment dire, triste ou pas, mais on se rend compte que si on met des œillères aux personnes, bah pour le coup, c'est plus facile pour eux de venir participer. Autrement dit, si on leur laisse le champ libre de déposer tout et n'importe quoi, la participation est moindre, alors que si on oriente la participation autour de grands thèmes bien spécifiques, et généralement ce sont des thèmes qui sont propres au secteur d'activité de nos clients, là pour le coup, la participation est maximisée. Sur les fonctionnalités un petit peu de base qu'on peut avoir, on va retrouver évidemment le like. Donc, c'est-à-dire que si vous, Guillaume, par exemple, vous êtes chez EDF, je suis également chez EDF, vous déposez une super idée qui s'appelle Permaculture à Paris. Je trouve cette idée fort intéressante. Et bah, du coup, je vais pouvoir venir la liker. Plus une idée va avoir de likes, plus elle va remonter mécaniquement sur la plateforme, plus elle sera visible par la communauté interne. Et plus, bah, évidemment, son porteur sera valorisé aux yeux de ses pairs. De la même façon, hein, c'est des fonctions très classiques, donc ne mettant pas trop sur le sujet, mais de la même façon, sur chaque idée, il est possible d'apporter ses commentaires, que ce soit des questions, que ce soit des encouragements, ou que ce soit, pourquoi pas aussi, le fait de se manifester pour dire bah, j'aimerais bien faire partie de cette équipe-là, parce que l'idée est super intéressante et je pense que je peux aider à l'enrichir. Ça paraît pas grand-chose, c'est des fonctions que vous connaissez tous, vous êtes tous habitués aux réseaux sociaux et au web d'une manière générale. Il s'avère que la moyenne d'âge dans les entreprises du CAC 40 est quand même un petit peu plus élevée que votre âge à vous. Ces fonctions qui sont certes connues des salariés à qui on s'adresse via nos plateformes, bah, malgré tout, le fait de pouvoir les retrouver dans des outils qu'ils peuvent retrouver dans leur activité professionnelle, bah, c'est quelque chose qui apporte un peu de fraîcheur et c'est quelque chose qui les incite vraiment à venir donner leur avis, que ce soit via le commentaire ou via le like. Autre type de fonctionnalité qu'on peut proposer, c'est la notion d'évaluation. Je vois qu'il est déjà 20, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je suis très bavard, pardonnez-moi. En plus, je parle vite, bref. Déposer une idée, c'est bien. Par contre, distinguer une idée qui est absolument pas pertinente, du type on veut plus de frites à la cantine, versus une autre idée qui, elle, est vraiment intéressante et a vraiment un intérêt à être développée, bah, pour le coup, parfois, c'est assez compliqué de pouvoir mesurer entre deux idées laquelle va être vraiment la plus pertinente. Pour ça, on recommande même à certains de nos clients de nommer en interne des experts, des experts sur des technologies, des experts sur des thèmes en particulier. Et ces experts ont la possibilité de venir évaluer sur plusieurs critères chacune des idées, le but étant que les idées les mieux notées bah, sont celles qui sont le plus valorisées. En termes de gamification, donc je parlais des experts il y a quelques instants, quelques secondes. Évidemment, quand en interne, moi qui suis quelqu'un de très opérationnel, qui suis un salarié comme un autre, bah, lorsqu'on me donne un rôle d'expert, bah, évidemment, j'ai envie que ça soit, enfin j'ai envie de le crier sur tous les toits, j'ai envie que ça soit valorisé. Je réitère, hein, dans la pyramide de Maslow, la place dans le groupe est quand même très très élevée dans la hiérarchie.
Pour le coup, nous, ce qu'on estime, c'est que, la place dans le groupe nécessite d'être, enfin, comment dire, ce levier-là nécessite d'être vraiment creusé. Et en l'occurrence, on propose dans nos logiciels de bien mettre en avant tous ces experts qui ont un rôle déterminant dans l'idéation. Si mon idée, en participant à un challenge, par exemple, si mon idée est lauréate d'un challenge, donc si après la phase d'évaluation, c'est elle qui remporte le challenge, et là, pour le coup, je peux gagner des badges, donc je peux collecter des badges au fur et à mesure de la vie de mon idée. Et à la fin, cette collection de badges, nous, ce qu'on peut constater, en tout cas à notre échelle, c'est qu'il peut y avoir une certaine course à celui qui aura gagné le plus de badges. Évidemment, les idées ayant le plus de badges sont celles qui sont, une fois de plus, le plus valorisées auprès du grand public interne et auprès de la communauté. Mais par exemple, excusez-moi, je me Oui, je vous en permets, prie. est-ce que si on a trop d'experts qui sont vraiment très doués et qui proposent beaucoup d'idées et qui arrivent vite fait dans les premiers, est-ce Mhm. qu'on ne craint pas la diminution de l'utilisation du logiciel du coup et par une désertion de ceux qui ont du mal à réfléchir autant que les experts qui ont été cités? Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, oui et non. C'est quand on constate qu'il y a, c'est très rarement le cas de vous à moi, mais quand on Oui, constate qu'il y a une proportion phénoménale d'idées qui sont absolument brillantes, il y a plusieurs façons de réagir à ça. Première façon de réagir, bon, tant mieux, et puis en fait, il n'y aura pas simplement un lauréat par challenge, mais il y en aura 5, 10, voire plus. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, mais c'est une solution possible. Nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est que ces experts-là prennent un peu par la main les idées qui sont vraiment lauréates, prennent par la main d'autres idées qui sont peut-être moins avancées, et qu'elles fusionnent, en gros, que les équipes fusionnent pour être un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus brassées. Mais de vous à moi, c'est quand même très très rare qu'on ait des oui, populations ultra expertes et que toutes les idées soient extrêmement pertinentes. C'est ce que très bien. recherchent les directions innovation, mais c'est quand même globalement assez rare. Pour finir, toujours dans cette notion de gamification, en fonction de ce que je vais faire sur la plateforme dans le cadre d'un challenge d'idéation, en fonction de mes actions, je vais gagner un certain nombre de points. Donc, par exemple, si je dépose une idée, je vais gagner tant de points. Si je vais liker une idée, je vais en gagner un peu moins. Et si je vais commenter, je vais en gagner un peu moins. Et donc, en fonction de mon activité tout au long de l'année sur nos logiciels, vous allez collecter des points. Et ça va faire un classement des personnes qui participent le plus. Et des personnes qui participent le plus, on va être capable après de zoomer. Donc, on va être capable de dire sur tel business unit, le classement, c'est celui-ci. Sur telle direction, sur telle expertise, sur telle technologie, etc., etc. Et la vocation de tout ça, une fois de plus, c'est de valoriser les personnes qui participent le plus, voire pourquoi pas d'incentiver le top 3 qui, à la fin de l'année, a le plus participé. Beaucoup de nos clients se servent de ça pour dire, toi, Richard Biquillon, toi, Arnaud Imbert et toi, Juliette Fabry, qui avez énormément participé à l'innovation tout au long de l'année, du coup, on vous donne pour l'année prochaine un rôle d'expert où vous serez partie prenante pour nous aider à évaluer les idées, par exemple, bien sûr. Autre type de classement, les idées. Au-delà de, comment dirais-je, au-delà de l'évaluation des idées en tant que telles sur différents critères, ce que j'ai pu montrer par le passé, ce que j'ai pu montrer dans les slides précédentes, on joue aussi beaucoup sur l'intelligence collective et on fait confiance aux utilisateurs par le biais des likes, des commentaires et du nombre de fois où ils regardent les idées. On fait confiance à cette intelligence collective pour faire spontanément remonter les idées qui sont les plus populaires. Et nous, généralement, ce qu'on recommande à nos clients, c'est certes de valoriser les idées qui ont eu les meilleures notes par les experts, mais aussi de valoriser les idées qui ont été, les idées les plus populaires qui ont été poussées par la communauté, quand bien même ces idées-là n'ont pas forcément obtenu de bonnes notes par les experts. Si elles sont remontées de façon assez forte et flagrante par le grand public interne, c'est un signal faible qu'on recommande à nos clients d'écouter. Voilà, je parle très très vite.